Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Une belle émission pour vous aujourd'hui avec deux passionnés dans leurs domaines respectifs. Concernant notre deuxième invité, il fait partie de ceux qui ont toujours une idée utile en tête afin de nourrir son ambition vers un nouveau projet. Lui qui est créateur ou, si vous préférez, inventeur. Il viendra nous partager ses créations du passé, notamment dans le monde du hockey, mais également celles qu'il travaille présentement, qui ont rapport à la confiserie. Donc, pour conclure l'émission, nous recevrons un inventeur dont le cerveau fourmille constamment de nouvelles idées, Vincent Tremblay. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité. Il a joué partout sur le globe, étant DJ de renommée internationale, et ce, depuis 1980. Il est la preuve vivante qu'une véritable passion ne s'estompe jamais. Lui qui a fait un retour au jeu récemment, il présente une feuille de route comme on en voit rarement, si bien étoffée. Et comme vous pourrez le constater, ses positions sur le monde du nightlife et de sa musique sont éprouvées, claires et sans retenue. Avec nous, un DJ au vécu musical exceptionnel, Perry the Wizard de Lamar. Bonjour Perry. Salut. Ça va bien? Ça va très bien toi-même. C'est un grand plaisir de te retrouver ici à La Ripaille. Ça me fait plaisir. Je dois dire que ton franc-parler, ta franchise m'a beaucoup impressionné. Je vais t'amener directement sur un sujet qui m'interpelle, soit la chute du nightlife, le déclin des nightclubs. Et tu as donné une raison assez particulière que je partage comme avis. L'arrivée du hip-hop au début des années 2000. J'aimerais que tu me racontes pourquoi, selon toi, c'est le hip-hop qui est venu tout changer. Bien, il y a eu deux points, dans le fond, qui a vraiment changé le monde du nightlife. Il y a la drogue, on ne se cachera pas, là. Écoutez, c'est partout, là. On va dans n'importe quel événement aujourd'hui, puis il y en a encore. Et puis, le mouvement hip-hop, qui malheureusement fait descendre beaucoup la moyenne d'âge qu'il y avait dans les bars, puis on ne se le cachera pas, les plus jeunes, la consommation n'est pas toujours là, et les plus vieux, ben, ils ont de l'argent dans leur poche. Ça ne veut pas dire que les jeunes n'en ont pas, mais c'est parce que c'est peut-être pas leur argent, c'est peut-être papa, maman qui a donné l'argent, ou encore... Ça change la donne. Ça change beaucoup la donne. Et comme tu me le disais aussi, bien, ça apporte une clientèle qui a peut-être une moins bonne conduite, un peu plus de bagarre, et comme tu le dis, bien, moins d'argent à dépenser. J'ai vu beaucoup plus de problèmes dans les bars concernant qu'est-ce qui était côté hip-hop. À partir de versus le côté dance house, peu importe comment on va l'appeler. Perry, pour perdurer si longtemps et être au sommet comme tu l'as été, je veux dire, ça prend du caractère. Et concernant le hip-hop, tu as une anecdote révélatrice sur ton caractère. J'aimerais que tu m'en parles quand tu as fermé la musique. Hey, ça fait le tour de la province assez rapidement. C'est savoureux. Je travaille au loft. Et puis, juste à côté du loft, je pense que c'est 3 portes à côté du loft, il y a un club hip-hop qui s'appelle le Colors. Et puis, donc, il y a beaucoup de notre clientèle qui ont commencé à aller là, puis bizarrement, sont comme revenus. Mais je me rappellerai toujours d'un certain soir, je jouais en moyenne 2 à 3 sets de hip-hop durant la soirée, d'à peu près 15 minutes. Et puis, après, pour faire plaisir. Oui, on essaie de faire plaisir à tout le monde. Et puis, après le deuxième set, je repars dans la musique dance house. Et puis, je pars avec un acapella pour rentrer un beat dedans, pour essayer de créer une vibe instantanée. Et puis, à ce moment-là, les gens se mettent à huer. Et puis, à huer à un point tellement fort que sont en train d'enterrer la musique. Parce que là, on parle à peu près peut-être de 700 personnes, 800 personnes dans cette pièce-là. On est cordé, là, on a de la misère à respirer tellement que de monde. Et puis, là, moi, ma réaction est de analyser tout ça et puis dire, OK, je regarde mon éclairagiste, j'arrête la musique, j'allume les lumières. Donc, on est à la luminosité là, du jour. C'est les lumières, les plafonniers qui sont allumés. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Moi, je sors de la cabine, je m'en vais au bar, je me commande un scotch double, et puis je le cale, je reviens, je me rallume une cigarette. Écoutez, 10 secondes, pas de musique dans un bar, là, c'est long. Oui. Là, on est rendu à peut-être 3-4 minutes. Là. Bizarrement, il y a un silence qui s'installe. Moi, je m'allume une cigarette, je fumais à ce temps-là. Donc, ça fait longtemps. Là. Je m'allume une cigarette, je prends une puff. Les gars de la sécurité sont tous en courant à venir vers la cabine. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, laissez-moi aller. Puis il y en a un dans la gang, puis je le remercie. Je vais toujours le remercier, Constant, qui est une légende, lui, dans les parties à travers le Québec. Et puis, il dit, OK. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, suis-moi. Il dit, OK, je te back.
Et là, on avait peur d'un émeute, là, sérieux. Et puis, finalement, j'ai dit à l'éclairagiste, au bout d'un certain temps, je dis, éteins la lumière. J'ai pris le micro. J'ai dit, s'il y en a encore un ou une qui choue, boue, peu importe, j'arrête la musique, on ferme le club. Et puis, bizarrement, les gens t'ont applaudi. J'ai reparti avec l'acapella que j'ai fait. J'ai rentré mon beat. Et puis, j'ai eu un line-up à la cabine de DJ. Je vous dis, là, c'est pas des blagues, là. Au moins une trentaine de personnes qui sont venues voir. J'ai des frissons à te le compter. Finalement, un beau moment de ta carrière. Un beau moment. Puis, j'étais à la réouverture du Fuzzy de Brassard parce qu'il était fermé un certain temps. J'allais porter ma job à C'est quoi FM à l'époque. Puis, j'étais arrêté au Fuzzy de Brassard. Genre, moi, loin des nouvelles rénovations qu'ils ont fait. Et puis... quand je vais quelque part, je suis assez low profile. Fait que je suis dans un coin, il y a un boss de club, parce que tout le monde vient voir ce que le Fuzzy a fait, parce que le Fuzzy, c'était big, le Fuzzy, c'était la place. Et puis, il y a des propriétaires de clubs qui sont venus voir, et puis là, j'en ai peut-être 7-8 autour de moi, puis ils me demandent de me conter l'anecdote que je viens de vous conter. Bien, je veux dire, c'est quelque chose. Oui. Maintenant, j'aimerais que tu me dises comment tu te définis dans ton approche à titre d'artiste DJ en quelques phrases. Tu définis ton approche comment? Ce que tu recherches à faire avec ta musique. Ah, OK. J'ai tout le temps été un innovateur. Fait que quand tout le monde était disco, j'étais New Wave. Quand tout le monde était New Wave, j'étais électro des années 80. Tu veux te démarquer. Oui, puis je me suis fait dire par plusieurs grands noms ici au Québec, au Canada, tu as tout le temps été en avance sur le temps. Quand tout le monde était house, progressif, c'était house, en tout cas, ainsi de suite. J'ai tout le temps su me réinventer. C'est sûr qu'on joue pour la crowd qui est en avant de nous, pour leur faire plaisir, bien sûr. Mais il y a un côté de moi aussi, là, il y a un bon 40 facilement là, qui va prendre le temps d'éduquer. Okay. De sortir des nouveautés, puis bien les placer durant la soirée. Et puis, la nouveauté d'aujourd'hui, si je le rejoue dans 2 semaines, c'est encore une nouveauté. Là. Exact. Fait qu'à toutes les semaines, il y avait tout un petit quelque chose qui se rajoutait. Fait que c'est de se réinventer puis d'avoir le guts de jouer des choses. Tu te plantes, la piste de danse se vide, hein, c'est pas grave, on recommence. Et puis, c'est ça. Perry, tu as joué, comme je le disais en présentation, partout sur le globe. La Grèce, l'Espagne, Russie, Angleterre, Pays de Galles, France, Italie, États-Unis dans de nombreux États, nombreuses villes, Chicago, Boston, Miami, pour ne nommer que celle-ci, Portugal, partout au Canada, l'Australie. L'endroit, je dirais, dans tout ça, où la perception, la conception et l'ouverture avant-gardiste dans la musique est encore et toujours à son mieux, tu me dirais, c'est quel pays? Écoute, moi, je pense que... Même après tant d'années. Oui, moi, il y a une place que je ne m'attendais pas à ça du tout. C'était en Russie. Ah. Et puis... ils ont tellement peu de choses à faire. C'est parce qu'ils ne recevaient pas de musique, il n'y avait pas de nouveauté qui rentrait. C'était tellement communiste, c'était tellement... Fait que les gens étaient à soif de musique, ils voulaient avoir du contenu. Puis moi, j'arrive là-bas, puis je joue comme si je jouerais dans n'importe quelle autre place que j'ai été. J'étais pas plus réservé, j'étais vraiment open. Les gens étaient tellement réceptifs, c'était même magique. Tu nous surprendras toujours par tes réponses. Oui. Donc, je crois qu'à un moment donné, tu as joué devant 85 000 personnes. Oui, à l'époque, le Winter Music Conference à Miami, il y avait une partie, aujourd'hui, qui existe encore, mais à cette époque-là, qui était en plein développement, c'était le Ultra Fest. Ce qui m'amène à ma question. Oui. L'exaltation de spinner devant 85 000 personnes, je pense qu'il est préférable de garder la tête froide. Il faut rester cool. Et c'est peut-être là aussi que c'est important, la discipline personnelle, de ne pas être toujours sur la drogue et l'alcool. Oui, bien... Parce qu'il y en a qui se sont plantés. Oui, bien moi, t'es sobre pendant 40 ans. Jamais été de drogue de ma vie, un verre à l'occasion, puis c'était pas... Finalement, t'éclates. Oui, c'est exactement. Mais non, moi, ça a été, comme je t'ai déjà dit, ça a toujours été une business pour moi. Fait que arriver là-bas, puis c'était impropice en plus. Là. Quand je suis arrivé là-bas au Ultra Fest, c'était un DJ de cancellation de dernière minute. Puis j'étais là, moi, pour une présentation de compagnie de disques et tout. Puis j'avais mon stock avec moi. Quand on fait de bonnes choses, il se présente de belles occasions. Il y en a 2 dans ma vie. Il y a celle-là que j'ai eue, ça a été incroyable. Il y a le Pays de Galles. Non, il y en a 3. Le Pays de Galles, dans un club qui s'appelait le Bunker. C'est 100 pieds de béton armé tout le tour autour de toi. Quand tu arrives, tu vois aucune bâtisse. Beaucoup de monde. C'est un stationnement. Beaucoup de monde. Puis, écoute, moi, je croyais qu'il y avait à peu près comme 2000 personnes. Et puis, quand les lumières se sont allumées, il y en avait à peu près 8000 devant moi. Okay. Fait que ça a été un gros point marquant. Et puis, il y en a un qui est ici au Québec.
À Saint-Gabriel de Brandon, le Beach Party de C'est quoi FM, on avait battu tous les records. Je pense que le plus gros nombre qu'il y avait eu, c'était comme 13 000 personnes. Et puis l'émission de party que je co-animais avec... Et beaucoup de bikinis. Oui, avec Sébastien Benoît à l'époque à C'est quoi. On est arrivé là-bas, puis il y avait eu une belle campagne de publicité qui s'était faite, puis on est arrivé là-bas, et puis il y a eu 23 000 personnes. Et Sébastien, une anecdote comme ça, la première fois que j'ai fait de la radio, de façon professionnelle, en 1994, bien, lui était là pour faire ma technique. On va parler de gratitude, parce que la vie des artistes, des DJ, on peut dire qu'on doit tout à la musique. Pas de musique, t'aurais pas vécu tout ça, là. Je suis un homme de passion dans la vie. Moi, la musique, c'est une passion. Comme aujourd'hui, les parfums font partie de ma vie. Parce que tu as pris une retraite en 2015. Exactement. Mais tu es revenu à ta passion. La musique, écoute, c'est depuis l'âge de 13-14 ans, commencer à aller dans les 14-18, après ça, découvrir le Limelight qui était... Oui, on va y revenir. Tu as des anecdotes à nous raconter. Là, j'ai vraiment hâte d'avoir ta réponse à cette question. Les gens croient que de jouer devant une grosse foule, disons 1000 personnes, 80 000 ou 5 000, peu importe, c'est très difficile, alors que je crois que c'est tout l'inverse, c'est de jouer devant seulement 25 personnes où tu te sens épié dans le moindre geste, le moindre choix musical. Pour un DJ, ça peut être beaucoup plus stressant de jouer devant 30-40 personnes dans un club qui ne fonctionne pas que devant une foule gagnée à l'avance. Es-tu d'accord avec ça? Entièrement d'accord. Le pire, c'est d'arriver à un endroit, écoute, ça arrive à tout le monde. Écoute, j'ai déjà parlé avec Axwell, qui fait partie du Swedish House, le Swedish House Mafia, en tout cas, non, désolé. Et puis, il me disait, écoute, il y a des places qu'on voit, là, on est booké, là. Il dit, on rentre dans la place, là, il y a 100 personnes devant nous autres, là. Il est supposé en avoir, mettons, comme 5 000. Là, c'est comme... non, écoute, ça arrive, ça arrive. J'ai vécu un événement que j'avais organisé et je pense ça arrive, qu'est-ce que tu veux, on avait vendu 17 tickets. Tu te regardes tout le long de la soirée, tu essaies de faire du mieux que tu peux, mais c'est pas... Et tu te sens à pied. Ah oui, puis écoute, le pire, c'est que tu as 20 personnes devant toi, puis c'est comme là, il y a quelqu'un qui vient te voir et dit « Hey, es-tu capable de mettre le party dans la place? » Quand est-ce que tu vas mettre la bonne musique? Oui, c'est ça, on est 20. Perry, je vais faire la nomenclature de ta feuille de route qui est bien étoffée. Ça sera peut-être pas dans l'ordre parfait. Ça va donner une idée aux gens. Des clubs qui aussi n'existent plus. Le Powerwall, le Super 9, le Limelight. 1990, bien, il y a eu le Footloose à Longueuil, le Séville à Brossard, le Pub à Saint-Hubert, le Bonds à Brossard, le Fuzzy de Laval, évidemment, qui a été l'explosion de ta carrière. Beaucoup de banlieues, le Tops à Laval, le Chivas à Sainte-Agathe. À Sainte-Agathe, le Chivas à Sainte-Agathe, oui. Le Rex Night Club à Saint-Jérôme, le Ocean Drive à Saint-Eustache. Tu as un contrat de 10 ans pour faire de la musique pour Air Canada, une émission dance qui permettait aux gens d'écouter ta musique pendant qu'ils voyageaient. Je choisissais la station. Ça, c'est merveilleux. Puis, en même temps, tu faisais C'est quoi FM jusqu'à 2002. Le Loft pendant 7 ans, donc une résidence. L'Esprit, 1234 de la Montagne. Le Stardust à Drummondville, la Marina de Repentigny, les clubs échangistes comme le French Kiss à Laval. Et ton dernier club, ça a été le French Kiss. Ça a été le French Kiss. Lequel, rapidement, t'as le plus marqué? Le Foisy. Oui. Le Foisy, numéro 1, solide. Le Foisy, tu peux en rêver la nuit. Le Foisy, là, ça a été pour moi une école. Ça a été de la découverte. C'est là que je me suis fait connaître. Tu sais, je suis arrivé dans un contexte où est-ce que le Foisy se cherchait. Restaurant, pub, discothèque, des bands live. Et puis, il cherchait. Moi, je suis arrivé là-bas. Le timing était parfait pour le Foisy. Le timing était parfait pour moi. Fait qu'on a, quand on s'est vraiment commencé à travailler ensemble, le fit. C'est là que ça a explosé. Ça a pris quelques mois. Et puis... Déjà à 15 ans, c'est-à-dire en 77-78, tu fréquentais le Limelight. Et là, c'est là que tu as accroché à l'amour de la musique, en regardé Robert Ouimet, qui a été pour toi un modèle. Tu as commencé à être DJ vraiment, on peut dire, à 10 ans, parce que tu écoutais beaucoup la radio comme moi, CKGM, CKNF. Tu faisais des danses à l'école 14-18. Et ma question en rapport à ce que tu m'as dit, qui est tout à fait incroyable, tu n'as jamais eu de table tournante pour pratiquer. Non, le pire, c'est que personnellement, j'ai jamais eu d'équipement de DJ. Explique ça. C'était tout le temps des amis. Exemple, ça, je le dis, Alan Weller,
C'est un ami d'enfance. Moi, j'avais peut-être 14-15 ans à cette époque-là. Et puis, lui, il avait des tables tournantes, il avait une console. Puis, on se ramassait chez eux dans le sous-sol. Tu avais vraiment un talent inné. Puis, oui, puis c'est drôle parce que j'ai appris très, 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 très vite. Jusqu'à temps que il y a un de mes amis qui me disait « Hey, je m'en vais préparer mon souper, ça te tombe de t'amuser sur mes tables tournantes en attendant. » Puis, je te sors un mix solide. Et puis, il s'en vient, puis il m'a regardé, il dit « T'as jamais mixé de ta vie? » Ben, j'écoute, j'ai mixé 2-3 fois. Puis, tu viens de faire ce mix-là, je te crois pas. Oui, c'est comme ça. Je vais te poser une question que je pose aux plus anciens DJ, qui me fascine comme réponse. Moi, j'ai la mienne là-dessus. Tu as beaucoup d'anciens DJ qui sont frustrés de voir que la technologie facilite la tâche aux nouveaux DJ en disant « Tu sais pas mixer, et si c'est ça. » Ma question, le plus important, c'est de savoir mixer ou d'avoir un bon choix musical? Parce que c'est beau savoir mixer, mais si tu fais jouer du caca, ça ne sera pas plus avancé. Tu peux regarder ça de différents. Moi, je pense que le choix musical va faire que ta piste de danse va rester pleine toute la soirée. Mixer 3 tables tournantes en même temps, c'est beau pour le spectacle, mais ça ne veut pas dire succès. Exactement. Moi, j'ai tout le temps dit, c'est le résultat final qui compte, c'est pas ce que... Écoutez, je me rappelle, moi, à une certaine époque, il y a des cabines de DJ qui étaient au 2e étage, on voyait même pas qu'est-ce qu'il y avait comme équipement. Puis si on met ça dans le contexte d'aujourd'hui, on est encore à la même place. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose de pre-tape, sync, le bouton sync qu'on entend parler, puis je suis tellement tanné d'entendre parler. Moi, là, je suis à la piste de danse. Puis si ça je veux danser, puis juste que ça soit bon. Exactement. Moi, le résultat final, j'aime là, ce que tu je m'en fous totalement. Parce que parfois, je sais pas pourquoi, c'est sûr de la jalousie. Il y a un côté, là, respect, tu sais, comme... Oui, j'ai déjà vu spinner sur des tables tournantes, on sait c'est quoi. Oui, ça, j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais le reste, là... Perry, avant la pause de mi-match, on va accélérer les rythmes un peu. Qu'est-ce qui... je vais faire un appel aux musiciens que tu es aussi. Qu'est-ce qui fait qu'un morceau, un tube, sera un succès et va traverser les époques? Est-ce que c'est simplement le hook? Écoutez, il y a plein de chansons que moi, j'ai jouées dans ma vie qui ont été des hits quasiment dans le monde entier, puis qui, ici au Québec, ça n'a jamais percé. C'est difficile à expliquer parfois. Il y a une barrière linguistique qui va toujours exister. Le Québec, écoute, les compagnies de disques à l'époque, les poules, nous... Oui. Pourquoi tu joues pas ça? Parce que là-bas, c'est un numéro 1, puis c'est ci, puis c'est ça, puis nous, ça marchait pas, malheureusement. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse. Non, il n'y a pas de réponse. Puis il y a des choses qui marchent des fois, puis tu te dis, pourquoi? Est-ce que le fait de jouer moins souvent fait que le DJ va donner un meilleur résultat parce qu'il va peut-être plus peaufiner son produit s'il joue une fois par mois dans un événement qu'une résidence où il tombe carrément parfois dans la chaise berçante jeudi, vendredi, samedi, puis on fait jouer tel tune à minuit, etc. Est-ce que le résultat va être meilleur en une phrase ou deux? Je pense que ça dépend de chacun. Ouais. Moi, c'était toujours une préparation... c'est un 30 heures de préparation durant la semaine facile. Ben oui, et c'est ça qui t'a brûlé, comme tu me disais. Ah oui, je me suis... C'est une des raisons pourquoi j'ai pris ma retraite à ce moment-là. Je n'étais plus capable. Mais j'ai déjà vu des DJ remplir des feuilles, ce tonne-là, après ce tonne-là. Excuse-moi, tu peux-tu faire jouer telle chanson? Regarder sur une feuille puis faire comme... Ben oui, elle va jouer à 1h15, la chanson. C'est comme... Ben non. Non, moi, c'est comme le vibe, le groove. Comme là, tu le disais tantôt, avant l'émission, le live, il n'y a rien comme ça. Exactement. Tu ne peux pas te tromper. Oui, exactement. Parce que là, je veux dire, c'est toi-même. Improviser, on the spot. Est-ce que tu calcules que tu es un nostalgique? Ben, je pense qu'on l'est tous. Il y a tous une période dans notre vie que... qui nous rappelle quelque chose. Qui nous rappelle. Toi, quand une chanson te rappelle un club, une fille, une chanson, ça vient te chercher comment? Un club, un événement... quelque chose, une vision du dance floor, d'une réaction que quand tu as joué cette chanson-là, moi, c'est ces choses-là que je me rappelle. Puis aussi, comment moi, je me sens versus cette chanson-là. C'est la première fois que j'entends une chanson, puis que j'en ai des frissons, puis que je fais... Oui, et il y a des chansons qu'on se rappelle où on était la première fois qu'on l'a entendue. Oui, oui. On va parler maintenant de rituels d'avant-prestation. Es-tu nerveux? Même après tant d'années, as-tu une certaine adrénaline? Je pense que ça en prend toujours. As-tu des habitudes particulières ou des objets fétiches ou besoin de faire le vide? Je ne sais pas. Y a-t-il quelque chose de spécial avec Perry? Non, pas du tout. La seule chose qui me stressait, c'est qu'il y a des endroits où on a aimé travailler, comme on a parlé tantôt, mais il y a des endroits aussi que j'ai
détesté travailler. Là. Tu y vas de reculons, là, puis tu dis une chance qu'il y a une bonne paye au bout de la ligne, parce que ça fait longtemps que je serais parti. Tu sais, ça, il y en a eu. On ne se le cachera pas. Je pense que c'est pour tout le monde qui a eu une vraie carrière de DJ. La question incontournable à tous les intervenants qui sont dans le domaine de la musique, qui viennent à l'émission, est-ce que la musique était meilleure avant? Non. Non? On a évolué. On est rendu ailleurs aujourd'hui. Chaque chose en son temps. Les gens aujourd'hui vont dire... Qu'est-ce qu'ils vont te répondre dans 20 ans d'ici? La musique était meilleure avant. Non. On se réinvente. Ah, j'aime ta réponse. C'est pas la même vibe. C'est une époque. C'est ça. C'est pas la même vibe. Et c'est pour ça que de recréer le mouvement disco va être très difficile. Parce que c'était la joie de vivre. Il y avait de l'emploi pour tout le monde. On voulait rencontrer par la piste de danse. On voulait se faire des amis, faire des rencontres amoureuses. Et tu le vois dans les paroles des chansons disco, mettons, je sais pas moi, de 74 à 80, c'est la joie de vivre pure. Et ce n'est plus ça ce qui se vit en société. Bien, écoute, combien de fois qu'on se dit aujourd'hui, quelqu'un qui est resté accroché dans une certaine époque, hey, on dirait que ton disque saute. C'est comme... Eh oui. Combien de fois qu'on l'a entendu? Parce que c'est beaucoup plus répétitif, il y a des loops, bon, c'est ça. 2 questions rapides avant la pause. À quel moment le DJ est-il vieux? Lorsqu'il va avoir de la misère à préparer sa soirée. Moins passionné? La passion va peut-être plus nécessairement. Okay. On le fait pour la job, pour sa poche, son gagne-pain. Ça, je trouve ça plate parce qu'il y en a qui auraient dû se retirer bien avant. Malheureusement. Bien, un peu comme un joueur de hockey qui tire la sauce pour finir son contrat et qui joue jusqu'à 40 ans, mais qui n'est plus l'ombre de lui-même. Ouais. Et en passant, tu es un très bon joueur de hockey, mais là, on n'a pas le temps de parler de ça une autre fois. Perry, en 1 minute avant notre pause, la première fois que tu as été comme client au Limelight, ben, il y avait un couple qui faisait l'amour ouvertement devant tout le monde et ça t'a bien impressionné parce que tu avais 15-16 ans. Là, tu nous racontes ça brièvement. Écoute, je rentre au Limelight, j'étais avec des amis, tous mes chums ils ont tous 18 ans. Moi, je rentre au Limelight, j'ai comme à peu près 15 ans. Et puis, je rentre et puis je suis flabbergasté. Je regarde partout, je vois l'éclairage, le système de son. Je sais que c'est Robert Ouimet qui est là-bas, que je vais aller voir tantôt. Je me promène et puis je vois un regroupement dans un coin. Et puis la mode à cette époque-là, les femmes, moi je trouvais ça beau, ils portaient des genres de blouses à peu près jusqu'à la hauteur des genoux, avec une petite ceinture à la taille talon haut, des stilettos que j'aime beaucoup. Et puis, je me suis jamais caché d'ailleurs. Et puis, c'était la mode. Et puis, je m'en vais, puis je me faufile parce qu'il y a comme un regroupement de personnes dans ce coin-là. Et puis, j'arrive et je vois cette femme-là qui est à genoux, à 4 pattes par terre, et puis la blouse levée jusque dans le milieu du dos, et le monsieur est en arrière de lui en train de faire la chose. Et puis, moi, je suis là, puis je regarde, puis je suis comme... Non, ça se peut pas. Il n'y avait presque pas de drogue au Limelight à l'époque. D'après moi, il n'y en avait pas beaucoup. La boisson non plus. Mais ce qui m'a surpris le plus, c'est qu'un monsieur qui est venu me voir, il me dit donne un bon show. Je dis ouais. Puis il me regarde, puis il me dit ben, bonne soirée. Puis il s'en va. Un beau baptême de nightclub. Puis mes chums viennent me voir qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est pas qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, il m'a juste demandé s'il donnait un bon show. J'ai dit oui. Il dit c'est qui, lui? Je dis non. Il dit s'ils vont à la France, c'est le propriétaire du Limelight. Fait que j'ai fait oh, OK. Fait que, oui, petite anecdote. Perry, nous allons prendre une petite pause. C'est vraiment un plaisir de te recevoir ici. Parce que je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant. On touche à rien, monsieur. C'est un endroit charmant, un personnel souriant et accueillant, surtout qui vous attend ici. On vous offre d'excellentes assiettes, et ce, 7 sur 7. Et je vous recommande notre spécialité qui est la pizza au four à bois, qui est vraiment spectaculaire. Quand vous l'aurez goûté, vous allez vous en rappeler, ça c'est sûr. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout pour tous les goûts. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame à Repentigny. La brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec un DJ de longue date, présentant un CV musical des plus étoffés, Perry the Wizard de la mort. Monsieur le réalisateur, vous pouvez vous rassir, s'il vous plaît. Toujours autant d'activités tant sociales que musicales chaque week-end à la Ripaille de Repentigny. Demain, jeudi, le 14 août, 19h30, la formation officielle de la Ripaille vous attend, soit le Powerhouse Band, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur place. Donc, apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Des musiciens d'expérience vous attendent sur place. C'est tout à fait gratuit, tout comme le lendemain, le 15 août, dès 20h, avec les vendredis à Julien.
Et parlant de Julien Tremblay, il est non seulement performant, mais aussi apprécié partout où il passe. Il est près de son public, très drôle comme humoriste et excellent musicalement. C'est un 2 pour 1. J'adore Julien, moi. Ah oui, vraiment drôle. Je l'ai eu en entrevue dernièrement. Et toujours vendredi le 15 août, dans le cadre de notre concours barman-barmaid d'un soir, cette semaine de 18h à 22h, vous serez accueillis et servis par la sympathique Stéphanie Barbier sous le thème du film Coyote Ugly. Donc, ça promet. Et n'oubliez pas, un grand prix de 500 $ attend l'un des participants. Et pour s'inscrire, par courriel, laripaille358@gmail.com. Et concernant l'événement toujours très accouru Dance Hall Addiction de samedi dernier, ce fut encore une fois un vif succès. Et pour samedi à venir, soit le 16 août dès 20h, autre soirée spéciale qui vous attend, cette fois avec l'excellente formation Just Like Fire, hommage à Pink, pour revivre tous les succès de cet artiste des plus appréciés. Donc samedi 20h, des billets tout simplement, lepointdevente.com. Et par ailleurs, n'oubliez pas, une nouveauté à la Ripaille dernièrement, l'occasion parfaite pour se faire de nouveaux amis. Les dimanches dès 11h, venez déjeuner ou dîner avec nous, amateurs de danse en ligne, avec de l'excellente musique pour ce type d'événement. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts à la brasserie La Ripaille de Repentigny, et ce, depuis 1975. Donc, notre promesse, plaisir, musique et excellente nourriture. Maintenant, un sujet un peu plus sérieux. Vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris si qu'on parle de bébites. Et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-67-06. Et de nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel. Et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger, un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, comme la Ripaille, et ce qui en dit long sur sa popularité, sa fiabilité. Donc, des services de coiffure et coupe classiques, de barbier, de teinture et de mèche, hommes et femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire. Le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel, donc avec ou sans rendez-vous. Situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny, le numéro de téléphone dans le 450. 582-2525, le salon de coiffure et barbier Roger, pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Mon cher Perry, Yes. avant les questions rafales, puisque le temps s'écoule, une question qui va demander beaucoup de franchise de ta part. Encore? Ce qui est ta marque de commerce. De façon générale, est-ce que les DJ sont des égocentriques? Il y en a quelques-uns. J'en ai rencontré dans ma vie. Bizarrement, je me suis déjà fait traiter de ça par des gens qui ne me connaissaient pas du tout. Jaloux? Peut-être. Puis lorsque ces gens-là, ils ont dit, ah, tu sais, écoute, je te parle, puis c'est comme, j'ai une vision de toi totalement différente de ce que j'avais eu comme information auparavant. Super sympathique, jasé, puis je suis un gars très terre à terre, là, je veux dire. Mais oui, malheureusement, il y en a. De moins en moins, par contre. Pourquoi? Je pense que les temps changent. Moi, je pense que c'est l'inverse. Non? Parce qu'ils sont tellement à l'avant-plan que ça attire des gens qui sont là juste pour jouer à la vedette avant la musique. Moi, c'est mon explication, mais c'est pas grave, Oui, Perry. mais encore là, on voit quelqu'un, cette personne-là peut dégager quelque chose, puis comme je viens de te dire... Comme dirait mon ami Benoît, qui va sûrement être à l'écoute, je peux pas avoir raison, hein, non. Perry, plus ou moins exigeant être DJ en 2025 qu'en 1985? C'est parce qu'avant, magasin de disques, tous les vendredis, on se regroupait là-bas, on allait écouter, on perdait... Ça prenait plus on prenait une journée, longtemps. là, facilement. Eh oui. Là, maintenant, ben, c'est tout du download. Il y en a encore qui achètent des vinyles. Donc, plus facile. Plus facile, à ton temps. Il peut être minuit, soir, 3 heures du matin, 6 heures le matin, peu importe, en après-midi. Donc, c'est plus convenable aujourd'hui. C'est plus facile d'aller chercher sa musique aujourd'hui. Quel est le style le plus difficile à mixer? J'ai bien hâte de voir ce que tu vas me dire là-dessus. Tu vas peut-être me répondre la salsa bachata. Ben, c'est sûr que le disco, c'est... tu peux faire une tendinite, là, facilement. Ça peut être compliqué, hein? Oh, écoute, Okay. je te donne un exemple. After Dark de Patty Brooks, Oui. qui était sur la trame Oh, c'est sonore bon, ça. de Thank God It's Friday. Oui. Et puis,
je me rappelle toujours, le break arrive. Le break, c'est la place où est-ce qu'on mixe les chansons en temps normal. Le premier 32 beats, pas de problème. Si tu le laisses après, running shoot dans la sécheuse, mon ami. C'est patling. Et puis, oui, on peut se faire facilement tendiner dans le coude. Avant les questions rafales, dans les anecdotes vraiment incroyables que tu m'as racontées, parce que toi, les demandes spéciales, t'en as eu une qui sortait vraiment d'ordinaire, un gun sur la tête pour ta demande spéciale. Et le gars ne voulait pas comprendre. Non. Mais finalement, étant donné que tu lui as fait face, tu as gagné son respect puis il t'a laissé tranquille. Oui. J'étais dans mon rack à disque en train de signer. L'entrée est juste à côté. C'est la 3e fois qu'il vient voir, qu'il me demande rock and roll de Led Zeppelin. Puis malheureusement, j'ai pas de rock, j'ai juste du dance. Et puis, la 3e fois, vu que j'étais juste sur le bar, j'ai senti sa présence beaucoup plus proche et puis j'avais un gun comme ça à la tête. Et puis, moi, ce qui s'est passé dans ma tête, là, c'est, écoute, si t'es pas mourir, meurs avec honneur. Et puis, je l'ai carrément envoyé promener. J'ai dit, je l'ai pas, ta maudite chanson, fait qu'elle jouera pas, mais là, si t'es pour tirer, tire pour qu'on en finisse. Puis, il m'a regardé comme ça, puis il dit, t'as du gars, il a serré son gun, puis il est parti. Puis, l'expression qu'on dit... je peux juste le dire. Ben là, t'as fait dans tes culottes? Oui. Ben oui, c'est vrai. Perry, on va tomber maintenant pour conclure notre interview dans les questions rafales. Tu me réponds par une phrase, un mot ou un nom. OK. Pour ou contre les demandes spéciales? Pour. À un certain point. Tu vas dans un événement... Pas quelque chose de ridicule. Non, si tu vas dans un événement, c'est un style qui est impliqué, tu sais que tu t'en vas là pour ça, il n'y a pas de demande spéciale. Dans un party privé, un club, quelque chose comme ça, oui, ça passe. Qu'est-ce qui fait la crédibilité d'un DJ? C'est pas juste l'expérience. C'est ce qui va dégager sur la piste de danse, le respect de la piste de danse. Parce que sans les danseurs, il n'y aurait pas de DJ. Exactement. Et aussi le respect du système de son. Ah! Il y a des lumières rouges, hein? Oui, exactement. Ils sont rouges pour une raison. On en parle souvent sur Nightlife Weekend. L'as, moi, c'est ce que j'appelle l'as dans la manche du DJ, parce que parfois, c'est ça qui va le sauver. Ça peut arriver d'avoir un blanc de mémoire ou un manque d'inspiration. J'aimerais que tu me nommes une toune qui, pour toi, te sortait toujours de n'importe quel pétrin. Tu dis, ouais, elle est là, puis je la mets, puis elle pogne toujours cette toune-là, même 30 ans après. Non, jamais. J'ai tout le temps un répertoire musical avec moi, très vaste. Fait que si je suis en train de faire quelque chose, puis il faut que j'aille dans une autre direction, je l'ai. Je pensais que tu m'aurais dit True Love is My Destiny. Ben, non, ça, c'est ma chanson James préférée. Wells. Oui, ça, c'est ma chanson préférée. Ça, c'est que j'ai écouté beaucoup dernièrement. La toune depuis qu'on s'est parlé. Les harmonies, les arrangements. Tu m'as ramené, parce qu'il y a des hits comme ça qui ont sombré dans l'oubli. Ça évolue vraiment rapidement et à ce rythme-là, comment sera le DJ de demain en une phrase? Robotique. Ah, j'aime ta réponse. Ton style favori? De tous les temps? Ton style, oui. Au moment où on se parle. Au moment où on se parle, c'est tout ce qui entoure la musique house. Okay. Mais de tous les temps... Tu t'en viens country? Mon côté new wave. OK, moi aussi. Est-ce qu'on peut dire que les artistes sont motivés par le besoin de créer avant toute chose? Aujourd'hui, oui. Avant, on mettait des disques. Maintenant, il faut jouer nos productions. Si tu veux te faire connaître, tu n'as pas le choix. Il faut que tu fasses tes propres productions. Pour du succès, puissance ou mélodie? Pour du succès avec une chanson, puissance sur une piste de danse, puissance ou mélodie? Je pense pas que le mot mélodie est bon. Vu qu'on est dans des contextes très différents du passé, un bon kit de son peut faire sortir quelque chose d'une tune que tu vas jouer ailleurs et tu n'auras pas du tout la même réaction. Si tu pouvais revenir dans le temps pour 24 heures, tu reviens en quelle année? 1900... Écoute, je reviens pas en quelle année. Je reviens à l'âge de 14 ans. Je l'ai toujours dit. À tes débuts. À mes débuts, oui. Est-ce que le DJ se doit de connaître... J'ai des frissons, là. Ben, c'est bon, c'est bon. Est-ce que le DJ se doit de connaître tous les titres, toutes les chansons? Ben non. Non? Ça, c'est comme connaître tous les parfums. Il y a plus de 5 millions de parfums connus sur la planète. Connus, je dis bien, on ne peut pas tous les connaître. Là. Le pire défaut du DJ, en un mot? Borné. On va parler de tenue vestimentaire. Selon toi, est-ce que l'habit ne fait pas le moine? Moi, je pense que c'est très important. Je pense qu'une présentation, je veux dire, peu importe où tu vas aller dans la vie,
On va s'habiller en conséquence pour. Le DJ, bien, à un certain moment, c'est les casquettes, puis il y en a, c'est plein de bling-bling. Moi, je suis très low profile, comme je l'ai dit, fait que c'est plus qu'est-ce que je dégage en haut, parce que quand on me regarde d'en haut, je suis pas un gars qui est stable. Je suis dans le groove de la musique. Ouais. Fait que... Ben, c'est comme ça que je te perçois. Ouais. Complétez cette phrase, s'il vous plaît, Perry. Le métier de DJ n'exige pas de diplôme, mais... Esprit ouvert, beaucoup de recherche musicale, puis de l'implication. Du temps. Du temps. Si tu résumais ta carrière par une phrase ou un dicton, ce serait... Wow. Wow, oh, j'aime ça. Ouais. Première fois qu'on me répond ça. Oui. J'ai eu une carrière... Ça a été... Je suis un homme de passion dans la vie. Si je t'en coupe, si j'aime, j'aime. Dans la musique, c'est la même chose. Quand j'ai né à quel quelque mois? chose, juillet. J'étais un cancer. Ah, c'était ta fête il n'y a pas longtemps. Oui, le 16 Bonne juillet. fête. Oui. As-tu un événement en terminant qui s'en vient, quelque chose que tu devrais nous mentionner? Oui, il y en a un qui s'en vient. Malheureusement, je ne peux pas en parler parce que c'est des événements privés. OK. J'ai fait beaucoup d'événements. J'ai fait un retour de la fermeture du magasin L'Abîme. Puis il y a eu des propositions qui m'ont été faites. Drôle de timing. Et puis, il n'y avait rien de confirmé. Puis j'ai dit oui. Puis j'ai commencé. J'en ai fait à peu près 7 cet été. Puis j'en ai un 8e qui s'en vient. Puis il y en a beaucoup là-dedans. C'est plus que la moitié, c'est des événements privés. Bien, merci de ta présence à l'émission. Ça a été un plaisir. Je vais te réinviter parce que tu as tellement de choses à dire. Je te souhaite justement que ta passion perdure en toi encore longtemps. Bonne fin d'été. Et Perry the Wizard Lamar, je te dis tout simplement à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. Grand plaisir, mon cher ami. Non, viens ici, viens ici. Attendez-moi là. Merci, Perry. Ça me fait plaisir. OK. Tu peux te lever, on va laisser la place à notre deuxième invité. C'est ça, là, on était un petit peu mélangés. Dans quelques instants, mon cher ami. Je vous annonce maintenant un nouveau partenaire de l'émission. On va s'adresser maintenant aux jeunes et aux adultes qui entretiennent le rêve de faire du théâtre, du cinéma ou de la télé afin d'apprendre les techniques, comment jouer, faire parler vos talents et ainsi devenir acteur. L'endroit parfait d'excellente renommée où règne dynamisme et professionnalisme, c'est le studio de théâtre et cinéma Catharsis. Tout pour apprendre les subtilités du métier, une équipe vraiment professionnelle d'enseignants qualifiés, expérimentés du milieu s'occupe de vous. L'improvisation, le chant sont également au menu des cours offerts pour une formation complète et utile. Le studio Catharsis, donc, offre une variété de cours pour l'art de la scène dans un but récréatif ou plus sérieux vers une carrière professionnelle. Et la diction et la prise de parole en public sont aussi abordées comme l'exige le métier d'auteur. Et la propriétaire et actrice elle-même enseignante depuis près d'un quart de siècle, Caroline Bernard, dirige donc une équipe bien rodée, expérimentée pour vous transformer. N'attendez pas pour la prochaine session qui approche à grands pas afin de suivre une formation comme seul le studio Catharsis vous offre afin d'atteindre vos objectifs. Et pour nous rejoindre et s'inscrire, tout simplement, studiocatharsis.ca ou le 514-817-6108. Pour une formation de qualité éprouvée, le studio de théâtre et de cinéma Catharsis, c'est beaucoup plus qu'une école de théâtre. Maintenant, l'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter, dis-je bien, un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière pour une approche efficace et sincère, la solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite et les régimes d'assurance vie, entre autres. Tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fiers, l'excellente Shorna Astin au 438-878-6504. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service exclusif et ce à des prix compétitifs, un personnel accueillant et un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens, une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et apprécié. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Avoir une idée est une étape cruciale vers la réalisation d'une invention, mais il faut bien plus pour arriver à un produit fini et à point. Et notre invité est créateur, concepteur, ou si vous préférez, inventeur, qui est l'appellation classique
classique. Et pour nous parler de ses réalisations et du processus de toute invention, avec nous, un précurseur toujours prêt pour un projet, Vincent Tremblay. Bonjour Vincent. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Ben oui. Vincent, être inventeur, je pense que c'est vraiment particulier. C'est pas donné à tout le monde. Ma première question, est-ce vraiment le cas qu'un inventeur a toujours une nouvelle idée en tête et que ça vient même performer, plutôt troubler son sommeil? Oui, puis non. Je te dirais un inventeur. Ben, des inventeurs qui travaillent, exemple, pour des compagnies, des ingénieurs, là, des gens qui travaillent en recherche et développement, qui vont travailler pour une compagnie, qui vont une mandater pour un projet, puis qu'au terme du projet, leur nom va être inscrit sur un brevet. Ça, il y en a quand même pas mal. OK. Ça fait partie de leur job. Mais un inventeur indépendant qui a fait affaire avec une compagnie, qui a vendu ses idées à des compagnies, qui a des contrats commerciaux avec des compagnies d'envergure, ça, c'est beaucoup plus rare. Mais toi, est-ce que ça fourmille toujours d'idées? Tu t'en vas coucher, puis là, tu as eu une idée en tête, puis tu as de la misère à dormir, exemple. Bien, oui, puis non. Ça dépend, je te dirais, il y a des... Ça prend une discipline? Oui, puis aussi, je te dirais, on peut pas vraiment se l'expliquer, mais tu as des vibes comme des vibes d'inspiration, si tu veux. Oui. Il y a des périodes de ta vie, dépendant, je ne sais pas si c'est dépendant de ta vie personnelle ou peu importe, là. Mais on dirait un amalgame de facteurs. Tu te sens plus inspiré. Il y a des périodes que tu te sens plus inspiré. Ben, c'est comme la musique. Exact. Quand c'est le temps d'écrire un texte aussi, il faut savoir, je pense, prendre les dispositions pour arriver à. J'ai une question philosophique encore pour toi. Es-tu plus un inventeur, un scientifique très cérébral ou un artiste qui multiplie les projets, les idées dans sa tête, on pourrait dire un rêveur? Es-tu un cérébral ou un rêveur? Je te dirais un petit peu des deux. Je pense que c'est... Je me rappelle plus le dicton, là, il y a quelqu'un qui avait dit ça. Pour se permettre de rêver, il faut avoir les pieds sur terre. Donc, c'est un amalgame d'un peu de tout. Ça prend des connaissances techniques, ça prend de la créativité, de l'imagination. Les connaissances techniques, évidemment, ça, c'est plus cérébral. L'imagination, la créativité, ça, c'est... tu l'as un peu ou tu l'as pas. Là. C'est comme un talent d'athlète professionnel. Là, Bien, la grosse partie du travail, évidemment, on va en parler. Là, je veux dire, c'est toute la suite qui vient avec l'idée. Mais on peut dire que c'est un don parce que tu vois l'avenir quand tu as une idée. Oui, c'est voir l'avenir. Tu travailles avec le futur. Oui, si on veut. C'est peut-être... c'est de voir aussi des besoins. Il faut que tu aies la capacité de voir les trous sur le marché, les besoins sur le marché, des choses des marchés où il y a des carences, si tu veux. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été pensées. C'est ça. Fait que c'est ça, tu peux avoir... C'était une de mes questions plus loin qu'on pourra explorer. Est-ce que ça va selon un besoin qu'il y a dans la société ou un besoin dans ton entourage, ou c'est une idée qui apparaît et c'est tout? C'est un petit peu des deux. Je te dirais qu'il faut regarder un petit peu ce qui a été créé sur le marché, voir s'il y a des carences. C'est sûr qu'en 2025, il y a beaucoup de choses qui ont été inventées. Il y a beaucoup de domaines où il manque justement la petite touch. Ouais. Mais c'est sûr que si tu trouves l'antidote au cancer, ça serait une bonne idée. Maintenant, l'appellation la plus juste, ta favorite, est-ce que c'est créateur, concepteur ou inventeur? Je dirais on en a parlé de ça en un petit peu, mais je dirais peut-être plus créateur parce que j'arrive à perfectionner des choses qui ont déjà existé ou leur donner une nouvelle forme, si on veut. Inventeur, je dirais qu'à peu près tout, il n'y en a plus vraiment d'inventeurs qui vont faire quelque chose là, qui n'existait pas puis qu'ils l'ont créé de A à Z. Exemple, je ne sais pas, moi, je prends les freins à disque, là, ça fait longtemps que ça existe, mais si un ingénieur arrive à les améliorer pour qu'il y ait moins de friction ou une distance de freinage moindre, c'est considéré comme un inventeur, c'est considéré comme une invention, même si le frein à disque a déjà été inventé comme tel. Comme je le disais en présentation, tu as des idées qui sont passées à l'histoire, comme ta mitaine de gardien de but, mais maintenant, tu as une idée qui est très originale. J'aimerais que tu nous parles de ta fameuse barbe à papa, qui, selon tes dires, n'a pas évolué depuis la fin des années 1800.
Et tu as trouvé une façon hybride de fusionner les sucres avec du beurre de cacao et du beurre laitier. J'aimerais que tu nous parles du processus qui t'a amené à penser et à bientôt mettre sur le marché cette fameuse barbe à papa. Oui, bien la barbe à papa, comme tu disais, là, c'est un produit qui existe depuis la fin des années 1800. Ça n'a pas vraiment évolué à part différentes couleurs avec différents couleurs artificiels, différents saveurs, toujours des saveurs artificielles. Mais la barbe à papa comme telle, la composition n'a pas vraiment évolué. Puis j'ai eu l'idée que, bien évidemment, la barbe à papa, mine de rien, c'est un marché qui est quand même assez gros. Il y a beaucoup d'enfants dans le monde. Oui, puis c'est un marché quand même qui... Parce que tu as aussi les jujubes, qui sont des suçons. Oui. Ton prototype de forme de patinoire de hockey, des suçons. Oui. Avec le sigle et le bâton de l'équipe. Oui. Tes fameux ice packs. Oui, j'ai des... le concept, c'est que des ice packs, une patinoire de hockey, c'est de la glace. Des ice packs, comme le nom l'indique, c'est de la glace. Donc, j'ai pensé les faire en forme de patinoire avec un procédé de fabrication qui imite vraiment bien naturellement une patinoire de hockey avec le relief, le dessin du patinoire de hockey, là, selon le procédé de fabrication qu'on a fait. Et comment tu as réussi à fondre les deux sucres ensemble pour ta fameuse barbe à papa? Est-ce que ça a pris plusieurs essais? Oui, ça a été tout un tour de force parce que, en fait, les filaments de sucre sont fusionnés avec du vrai cacao, du beurre de cacao puis du beurre laitier qui sont les matières grasses principales du chocolat. Donc, puis il faut savoir qu'un filament de sucre de barbe à papa, là, c'est plus fin, que le diamètre est plus fin qu'un cheveu encore. C'est comme la toile d'araignée. Oui, fait qu'à peu près. Fait que, il faut mettre le bon dosage de matière grasse pour pas que ça vire, que ça soit trop lourd pour le filament de sucre puis ça finisse en galette. Au début de la recherche et développement. Ça a été long, cette étape-là? Oui, c'est ça. Il faut trouver les bons dosages. Les matières grasses, il faut les modifier de la bonne manière. La bonne échelle de température, le bon procédé de fabrication. J'ai eu de l'aide d'une firme de recherche et développement, mais non, c'est pas simple. Ce qui donne une barbe à papa vraiment super soyeuse, là, puis vraiment goûteuse, là, qui goûte vraiment le chocolat au lait. Je pense que tu aimes les enfants. Oui, quand même si j'en ai pas. J'aimerais que tu nous parles de cette fameuse mitaine de gardien de but qui est ton invention, toi qui aimes beaucoup le hockey, qui a été portée par un de mes favoris de tous les temps, Dominique Hachek, que plusieurs considèrent comme le meilleur gardien de tous les temps. Mais qu'est-ce que tu veux? Il a peut-être joué pour des équipes à Buffalo un peu moins bonnes qu'ailleurs. Mais il a porté ta mitaine de gardien de but. Et c'était quoi ce principe-là? En fait, ça a été commercialisé. J'ai eu une entente commerciale avec Louisville Hockey, pardon. Ils l'ont commercialisé sous le branding, le trademark Louisville Ice Cap au début des années 2000. Puis c'est un système qui faisait en sorte qu'on avait vraiment une bonne liberté de mouvement dans la main dans la mitaine de gardien de but, tout en faisant en sorte que la main était vraiment stable dans la mitaine. Puis il n'y avait pas ce qu'on appelle du negative space. Là, c'était vraiment, ça enveloppait vraiment bien ta main pour vraiment avoir un bon contrôle de la mitaine de gardien de but. Oui, effectivement. C'est qui les autres gardiens qui l'ont porté aussi? Oui, à part Dominique Hachek qui était avec les Red Wings de Détroit, il y a eu dans le Blackburn qui était avec les Rangers de New York. Et l'autre? L'autre, c'était Pascal Leclerc qui était dans le temps avec les Blue Jackets de Columbus. C'était 3 gardiens qui étaient sous contrat avec Louisville Hockey. Ouais. Ça m'amène à ma prochaine question. Pourquoi une personne invente des choses et l'autre pas? Ça fait de toi un type particulier? Tu sais, on parle de hockey, là. C'est pourquoi un joueur de hockey qui fait plein d'écoles de hockey avec plein de bons coachs perce pas, puis un autre qui fait rien de ça perce? C'est un petit peu le même principe, c'est d'avoir les... C'est un petit peu un instinct, là. Un inventeur, c'est un petit peu un instinct comme un joueur de hockey va avoir un instinct sur de la glace, là. Je pense que si on parle des qualités primordiales nécessaires pour faire un bon inventeur, ben c'est la persévérance autant que le génie. Parce que si tu n'es pas persévérant, c'est beau avoir des idées, mais ça n'aboutira pas à rien. Ça, c'est sûr. La persévérance fait foi de tout, là. C'est une job de contact, finalement? Bien, je te dirais, c'est comme... récemment, j'ai lu un livre sur la physique qui parlait des aérodynamiciens en Formule 1. Oui. Puis il disait qu'un aérodynamicien en Formule 1, il avait une idée sur 10 qui marchait. C'est parce que c'était un excellent aérodynamicien.
C'est un petit peu la même chose pour un créateur, un inventeur indépendant là, qui ne travaille pas pour une compagnie puis qui n'est pas mandaté pour un projet spécifique puis qui n'a pas le budget pour la recherche et développement, là, qui est vraiment indépendant. Puis qu'il n'y a pas trop de budget. Là, c'est vraiment, il faut avoir plusieurs idées. Puis un moment donné, t'en as une bonne qui va percer. Là, c'est un petit peu comme dans la musique. Tu peux avoir un CD que tu vas avoir 13 tunes, il va en avoir une qui est bonne, puis ça te met ça à la map. Exact. C'est un petit peu la même Donc, chose. l'adage, je pense qu'un adage à prononcer avec chaque invention, fallait y penser. C'est tout simplement. Oui. Et comme tu me le disais, chacun a son invention dans sa tête, mais la démarche est tellement exigeante que c'est ça qui fait la différence, justement, parce que là, ce que tu me dis, le premier step, la première étape, c'est de trouver un agent de brevet agréé pour être sûr, justement, de ne pas se faire avoir, comme ça arrive parfois. Oui, ben, on a entendu parler de l'histoire de Christian Varin, là, qui a été bien médiatisé. Là, il est accusé de fraude de la Fédération des inventeurs du Québec. Je dirais la première étape, mais évidemment, c'est plus dispendieux. C'est de trouver un agent de brevet agréé, une firme d'agents de brevet agréé qui vont vraiment te donner les bons conseils comment procéder pour avoir la bonne protection intellectuelle requise. Là, Et comme tu m'as bien spécifié, tu vois que j'écoute quand tu parles, le brevet ne te protège pas de te faire voler, mais ça te protège sur la mise en œuvre qui est brevetée. Oui. C'est pas l'invention comme telle, mais c'est toute la démarche qui va aller avec. C'est la mise en œuvre du système qui va te protéger. Le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est exemple les haillons main libre pour voiture. Oui. Tu sais, quand Ford l'a sorti, il y a peut-être une dizaine d'années, là, tu mets ton pied en dessous du pare-choc arrière, puis il y a un sensor en dessous du pare-choc, puis c'est relié à ta télécommande pour pas que personne ouvre le haillon là, à ta place. C'est le système qui va te breveter comme tel. Si quelqu'un arrive à avoir, une autre compagnie arrive à avoir un autre système, mais qui va donner le même résultat que le haillon va être un haillon main libre, ben, tu peux pas dire « moi, j'ai été le premier à avoir l'idée du haillon main libre, on passe le pied en dessous du bumper. » Donc, c'est un milieu fermé quand même, le milieu des inventions, en quelque part. Oui, c'est un... C'est pas tout le monde qui sait comment procéder. Fait que t'as beau avoir des idées, on se répète, mais... Les gens qui travaillent pour des multinationales, qui travaillent en recherche et développement, puis en ingénierie, ils savent comment ça marche, puis ils ont des avocats, mais des agents de brevet attitrés. Des moments de découragement, parfois, dire là, je vais tout laisser tomber. Je suis tanné d'essayer de la barbe à papa, là, puis ça fonctionne pas. Ben, je te dirais, la première idée que j'ai vendue à Louisville Hockey, c'était au début des années 2000. Après ça, il y a eu comme un gap à peu près 15-20 ans, même si j'ai fait d'autres idées qui ont... Plus ou moins fonctionné. Ben, qui ont déjà piqué la curiosité de compagnies comme Bauer Hockey ou Michelin dans les pneus. C'est déjà quand même un fait d'arme que ça se rende à leur centre de recherche et développement. Mais comme je te disais, c'est très difficile de trouver des idées. Là, ça t'en prend peut-être une sur 10 qui va marcher. Là. Est-ce qu'on peut dire à un moment donné dans son processus de motivation que l'orgueil et la fierté, ça fonctionne? Ça prend un peu de ça pour te propulser puis dire, là, je continue. Ah oui. Moi, Tu sais, je la dirais fierté, il y a une certaine dose de fierté là-dedans. Oui, puis c'est une passion. C'est la fierté. Oui, c'est sûr que c'est la fierté quand tu vois une de tes inventions, une de tes réalisations qui est sur le marché, qui a été commercialisée par une compagnie multinationale, exemple. Ça te fait réaliser que... Et puis tu rencontres des joueurs de la Ligue nationale qui sont associés avec cette compagnie-là, qui ont été portés par des joueurs de la Ligue nationale. C'est sûr, c'est flatteur. Là. Ben oui, félicitations. Ouais, Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la désapprobation des pessimistes de l'entourage. Et ça en dit long sur le lien qu'on va avoir avec ces gens-là. Parfois, c'est des gens de la famille. Des fois, c'est ton meilleur ami. As-tu vécu ça? Des gens qui sont là, sont comme heureux de trouver la bébite et de dire, essayer de te décourager, peut-être motivés par une certaine jalousie ou une certaine envie. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Tu l'as vécu? C'est comme des artistes, là, les artistes, les inventeurs. Dans la musique, souvent, on est traité de pelleteux de nuages. Même moi, mon dispositif de mitaine de gardien de but de hockey, quand j'ai présenté ça, je n'aimerais pas de nom, là, mais ça, certains membres de ma famille ont comme... Et finalement, ça a fonctionné. Finalement, ça a fonctionné, oui. Fait que...
Alors, ça, parce que c'est tellement pas commun. Là, le classique. C'est pas commun. Il y a quelqu'un qui va... quelqu'un qui travaille pas pour une compagnie, puis qui arrive de nulle part, qui est en particulier, qui vend une invention une grosse compagnie de renommée mondiale. Il n'y en a pas beaucoup. Là. Je suis sûr que tu n'en as jamais connu beaucoup dans ton entourage non plus. Puis, on a parlé de ça en pré-entrevue, l'influence du monde invisible, parce que tout arrive au bon moment. On parle de synchronicité. Toi, tu es d'accord avec ça, que c'est bien présent. Il y a des périodes où on ressent même qu'il va se passer de quoi. Non seulement on le souhaite, parce que demander, vous recevrez, ça fonctionne, mais le problème, les gens demandent à gagner le million. Il y en a juste un qui va être tiré à soir. Mais si tu demandes des choses précises et concrètes, réalistes, habituellement, ça arrive. Toi, tu crois à ça, la synchronicité et tout ça? Je pense que oui. Je pense que, comme je te disais, c'est une question de vibe, souvent l'inspiration. Peut-être que cette vibe-là est... Je sais pas. C'est peut-être une vibe qui est déclenchée par des facteurs extérieurs où on ne sait jamais. Fait que... Comme on dit, il n'y a rien qui arrive pour rien. Exact, oui. Ça peut bloquer longtemps sur un petit détail, hein? Oui. Oui, ça peut... C'est parce que faire une invention, c'est une chose. Arriver à ce qu'elle soit fonctionnelle, c'en est une chose. Arriver que ça soit commercialisable, puis qu'il y ait une marge de profit intéressante. C'est tous des facteurs pour que ça rentre sur le marché. Tu peux avoir une super bonne idée, une super bonne invention, mais ça prend plusieurs critères là, pour que ça rentre sur le marché. Là. Moi, j'aimerais que tu me parles de certaines inventions qui, par leur ingéniosité ou leur audace, t'ont impressionné des dernières années. Des choses que tu as vues et tu te dis, hey, ça, là, vraiment, là, ça m'a impressionné. Alors, les dernières années, je pourrais pas dire, mais il y a des inventeurs indépendants là, qui ne travaillaient pas pour... Tu vas me dire l'invention de la roue? Une compagnie. Non, il y a l'invention de Papa dans Petite Vie, là, sa planche hot dog. Okay. Là. Il tourne son hot dog à l'envers, puis il tourne la planche, la saucisse rentre dans le hot dog. C'est bon. Non, plus sérieusement... des gars comme Roland Moreno, là, qui est un indépendant qui a inventé la carte à puce, c'est assez impressionnant. Okay. Don Panos, le timbre à nicotine. Une femme qui est mariée avec un inventeur, il faut qu'elle soit patiente, comme lui. C'est pas mon cas, je suis pas marié. Toujours mais j'imagine, oui. On a un petit peu le cliché de l'inventeur qui est tout le temps dans son sol, tout seul à faire à gosser ses choses. Oui, mais c'est pas vraiment ça. On voit ça plus dans les films. Un inventeur, vraiment, il faut qu'il s'entoure. Puis que, normalement, il ne fait pas tout seul. Là. Quelque chose qui serait bon pour un inventeur, c'est d'être millionnaire. Ça vient de briser beaucoup de blocages et de limites. Oui, exactement. Oui, je te dirais, bien honnêtement, j'avais eu plus de budget de recherche et développement, j'aurais arrivé à pousser plus loin mes inventions. Tu serais connu internationalement. Puis peut-être que mes inventions seraient venues, certaines idées que j'ai eues seraient venues à terme, puis peut-être qu'ils seraient sur le marché. Vincent, reste avec nous. On va prendre quelques secondes. On va prendre une petite pause, puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct de l'éternelle brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un bar, salle de spectacle apprécié, mais également un restaurant au menu et au service de grande qualité. Nous sommes présentement en compagnie d'un inventeur et créateur, toujours prêt pour une nouvelle idée, Vincent Tremblay. Et comme plusieurs le savent, Linda Jonf est organisatrice de croisière Éveil et Bien-être. Et cette fois, on s'adresse au domaine animalier pour un voyage à venir de type traditionnel appelé Tout inclus pour une semaine à Cuba dans la très belle ville de Varadero, avec comme thème et propositions particulières l'initiation. Donc, et cette invitation, plutôt, s'adresse aux toiletteurs pour chiens et chats pour la semaine du 17 au 24 novembre. Donc, pour un périple où la communication, les relations toiletteurs et clients à l'intérieur des entreprises de toilettage, avec ateliers de gestion notamment, seront à l'honneur afin de développer vos forces dans ce merveilleux domaine du toilettage. Et le tout pour apprentis ou experts, ça c'est bien important. Une expérience de ressourcement et de bien-être vous attend donc, tout comme une croisière pour tous cette fois du 17 au 24 janvier prochain. Donc, pour une semaine de vacances instructives de ressourcement à Cuba pour toiletteurs du
du 17 au 24 novembre. Communiquez avec l'organisatrice par excellence pour un périple réussi. Linda Jonf au 581-993-5145. Et je vous rappelle que Linda Jonf présente une expérience dans le toilettage de plus de 25 années, ce qui en dit long. Je vous parle maintenant d'un partenaire important de l'émission Flashback. Vous ressentez une fatigue constante, autant physique que mentale, et avez une difficulté à vivre le moment présent. Les soins énergétiques Alive, proposés par Shamana Shine, représentent une solution efficace et agréable afin de retrouver son énergie et se libérer du passé. Begonia Barrero, dis-je bien, est une spécialiste d'expérience dont l'approche est complète et crédible. Soins énergétiques, Reiki, massage énergisant, Reiki lui-même, massage tantra hypersensoriel, soins chamaniques de tambour, coaching de vie ou même régression de vie passée ou présente pour un voyage à l'intérieur de votre cœur. Shamana Shine offre donc une gamme de soins complets pour un bien-être tant physique, émotionnel que spirituel, pour une paix intérieure et retrouver le bien-être. Begonia vous attend donc pour vous soigner grâce à ses dons et beaucoup d'attention. Elle est excellente. Donc, pour refaire le plein d'énergie, Shamana Shine au 438-499-3308 ou tout simplement par Facebook. Vincent, on en parlait tantôt, comme un écrivain ou un musicien, y a-t-il des périodes, des circonstances qui facilitent et favorisent vraiment l'émergence d'idées en toi, que tu as remarqué? Ça peut être la pleine lune, comme ça peut être après 2 bières. Dans ton cas, à quel moment est-ce que ça facilite vraiment l'émergence des idées? Moi, personnellement, je te dirais que c'est paradoxalement, c'est quand ça va un peu moins bien dans ta vie. Là. Tu dis, ça me prendrait quelque chose pour booster ma joie de vivre puis ma motivation à continuer à persévérer dans la vie. Là. J'aime ta réponse. Quelques questions rafales en terminant notre entrevue. L'idée la plus folle que tu as déjà eue, qui serait possible ou non, j'aimerais que tu m'en nommes une. Une idée folle, bien honnêtement. Même qui t'obsédait peut-être. J'ai été obsédé longtemps par une idée pour les pneus. Ça finit justement au centre. Qui n'aurait pas besoin d'air. Non, c'est plus une idée qui diminuerait, qui redonnerait un coefficient de restriction d'énergie au pneu pour justement, parce qu'on perd toujours, le pneu perd tout le temps de l'énergie, le roulement perd de l'énergie avec la friction. C'est fort. Donner un coefficient de restriction d'énergie, puis réduire l'énergie que le pneu cause à cause de la friction avec le sol. J'ai une idée, ça aboutit à plusieurs centres de recherche et développement. Puis des fois, c'est pour une raison aussi, je dirais pas futile, mais ça augmente le niveau ça augmente le niveau sonore. Des fois, ça passe pas juste à cause de ça. Généralement, là, un choix de réponse, pourquoi on finit par inventer quelque chose? C'est-tu le gain possible, l'argent, servir la communauté ou se démarquer par fierté pour l'ensemble des inventeurs de ce que tu vois? Moi, personnellement, il y en a que ça va être le gain. Moi, personnellement, c'est plus mes inventions. Je les vois un petit peu comme des bébés. Je veux les mettre au monde, je veux les faire vivre. Puis, c'est plus ça qui me motive, là, de les voir arriver sur le marché. Toi qui es dans l'entretien ménager comme emploi à temps plein, est-ce que tu as du respect pour Elon Musk, le milliardaire visionnaire? Ben oui, on se doit toujours d'avoir du respect pour ce qu'il a accompli. Là, je veux dire... c'est l'entrepreneur du siècle, on ne se le cachera pas. Ben oui, il faut donner à César ce qui revient à César. Oui, côté entrepreneuriat, c'est ça qu'il faut l'admirer. Côté idée politique, ça, c'est à tout le monde d'avoir leur opinion sur ce qu'il dit. Je suis bien d'accord. J'en prends, j'en laisse. Et ça fluctue de toute façon. Oui. Avec Trump, 2 semaines après, contre Trump. Oui, c'est ça. C'est 2 personnages assez... En terminant, si tu avais un conseil à donner aux gens qui écoutent ça puis qui se disent hey, « moi, j'ai des bonnes idées, là, puis que ce Vincent, ce type, il m'influence dans le bon sens. » Mais si tu avais un conseil à donner à ces gens-là, ce serait lequel? Allez voir. Allez, entourez-vous. Entourez-vous. L'union fait la force. Je dirais entourez-vous des bonnes personnes. Là. Tantôt, j'en reparle encore, là, l'histoire de la Fédération des inventeurs du Québec. Première des choses, allez voir un agent de brevet agréé. Puis c'est pas parce que vous avez une idée que ça va être brevetable. Puis c'est pas parce que ça va être brevetable que ça va avoir un succès commercial non plus. Fait que, Donc, un peu de réalisme.
Oui, comme je disais tantôt, pour se permettre de rêver, il faut avoir les pieds sur terre. Intéressant. Merci de ta présence à l'émission parce que tu viens de Québec pour être avec nous. Je prends ça comme un compliment. Je te souhaite le succès que tu mérites et encore 1001 idées d'invention. Et je te dis, Vincent Tremblay, tout simplement, à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. À bientôt. En terminant, pour ceux qui peut-être auraient des idées noires, il ne faut pas laisser celle-ci l'emporter. Et je vais vous donner des numéros de téléphone pour nous rejoindre justement des endroits pour une écoute active. 1-866-APPEL. Il y a telle aide dans le 514, le 935-1101 et tout simplement 988. Ou il y a le centre d'imagerie Pixel que j'aimerais remercier, qu'on surnomme l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord, un service varié très professionnel. Le numéro de téléphone de Pixel, 450-654-9944. Ici Stevie Ray. Merci à nos deux invités. À la semaine prochaine.